Santé Beaujolais-Dombes. L'émission de santé du territoire. 100.9 Calade. Bonjour à toutes et bonjour à tous. 1 heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire Beaujolais-Dombes. Vous pouvez nous retrouver et vous pouvez donc retrouver l'émission Santé Beaujolais-Dombes sur le site internet de Radio Calade ou sur la page Facebook de la radio et sur les réseaux sociaux de la CPTS Beaujolais-Dombes. Cette émission est préparée par l'équipe radiophonique de la communauté professionnelle territoriale de santé Beaujolais-Dombes et animée ce soir par Marie. Bonjour Ludovic. Par Marie. Bonjour Ludovic. Et par Marie. Que moi. On commence fort. On embrasse, bisous à Alexandra. On embrasse Alexandra qui est souffrante et elle va vite revenir. Soyez-en assurés. Et Amaury qui est toujours bien sûr aux manettes et il nous fait un petit coucou. Notre émission est dédiée à la santé et au bien-être des personnes âgées. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde qui est celui de la gériatrie, une spécialité médicale essentielle qui prend en charge nos aînés. Avec le vieillissement de la population, comprendre la gériatrie est plus importante que jamais. Au cours de cette émission, nous allons aborder 3 grandes questions. Qu'est-ce que la gériatrie ? Comment se passe la prise en charge sur l'hôpital et entre autres sur l'hôpital Nord-Ouest, puisque nous sommes sur le territoire Beaujolais-Dombes. Et enfin, comment repérer une personne en difficulté à son domicile ? Pour en parler, nous accueillons François Maréchal. Bonjour. Bonjour. Alors François, donc je prends une grande bouffée. Vous êtes gériatre, vous êtes chef de service du court séjour gériatrique, de l'unité post-urgence gériatrique, des équipes mobiles intra et extra-hospitalières. C'est ça. Vous n'avez pas la grosse tête avec tout ça? On n'a rien compris. Mais il va tout nous expliquer. En tous les cas, un grand merci pour être avec nous aujourd'hui. Alors, je vais avoir une première question. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment peut-on définir la gériatrie ? Alors la gériatrie, c'est la spécialité médicale qui s'occupe des pathologies que l'on retrouve au cours du vieillissement. Donc ça peut être des pathologies qui sont spécifiques ou beaucoup plus fréquentes avec l'âge. Alors peut-être la première qui peut nous venir à l'esprit, c'est toutes les pathologies neuroévolutives qu'on appelle aussi les démences, qui sont quand même beaucoup plus fréquentes avec l'âge, bien que des patients plus jeunes puissent aussi en présenter les symptômes et développer cette maladie. Et puis sinon, c'est prendre en charge en fait toutes les pathologies chroniques que les patients âgés accumulent au fur et à mesure du temps, donc hypertension artérielle, le diabète. Et puis, je dirais qu'on va être aussi spécialisé dans le dépistage et la prise en charge de ce qu'on appelle des syndromes gériatriques, c'est-à-dire un regroupement de symptômes ou d'éléments qui arrivent au cours du vieillissement et qui vont nous mettre la puce à l'oreille pour faire des bilans approfondis. Alors, par exemple, les grands syndromes gériatriques, ça va être la confusion qu'on peut observer au cours d'une hospitalisation, une chute, la perte de poids. Voilà, c'est un ensemble d'éléments pour lequel on est souvent sollicité et pour lequel on va être amené à donner un avis et refaire du coup le point sur toutes les pathologies de la personne pour essayer de comprendre finalement où est le problème ou où sont les problèmes, parce que c'est souvent une juxtaposition de problématiques. Voilà. Et puis après, il y a toute une partie qui va consister à prendre en charge les épisodes aigus d'une maladie ou des épisodes surajoutés, une infection grave, une déshydratation, une poussée d'insuffisance rénale, avec, je dirais, nos spécificités gériatriques, c'est-à-dire notre connaissance de quels sont les traitements qui sont les mieux tolérés, les bonnes doses pour avoir un maximum d'efficacité et, si possible, très peu d'effets secondaires. Est-ce qu'on peut dire que la gériatrie est une spécialité déjà ? Alors oui, c'est une spécialité médicale. Parce que ça ne l'a pas toujours été, je crois. Ça ne l'a pas toujours été.
Maintenant, il y a vraiment un cursus de gériatrie qui est identifié là depuis quelques années avec des internes de gériatrie, donc des internes qui choisissent dès qu'ils passent le concours de l'internat, alors qu'il y a encore 4-5 ans, c'était pas encore le cas. C'était une surspécialité. Voilà, maintenant c'est vraiment une spécialité à part entière, avec bien sûr sa société savante nationale qui existe déjà depuis vraiment pas mal de temps. Voilà. Parce que vous l'avez dit, finalement, la personne âgée vit de plus en plus vieux, ce qui est très bien. Il développe des pathologies parfois qu'il a depuis sa plus tendre enfance, mais qui peuvent aussi apparaître tout au long de la vie. Je prends par exemple le diabète. C'est vrai qu'un diabète, il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, on en mourait. Donc on voyait certainement moins de personnes âgées touchées du diabète, et que maintenant, c'est des gens que vous voyez finalement. Voilà, on voit en effet des personnes qui ont plusieurs pathologies chroniques, avec à chaque fois des traitements qui sont associés. Et c'est vrai que d'ailleurs, une de nos missions et nos habitudes, c'est de réévaluer finalement tous les médicaments en fonction des pathologies chroniques, c'est-à-dire de voir en fonction de là où la personne est-ce que les médicaments sont, si vous voulez, aux bonnes doses, est-ce qu'ils se cumulent bien en quelque sorte, est-ce qu'il ne faut pas réévaluer aussi les objectifs, parce que maintenant, de plus en plus de sociétés savantes, si vous voulez, nous indiquent que, notamment si le patient présente d'autres maladies graves et qu'il commence à être extrêmement dépendant, ou qu'il a des troubles de la mémoire évolués, on va donner des objectifs différents de quelqu'un qui aurait le même âge, mais qui serait parfaitement autonome, sans aucune autre maladie. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que cette espèce de stratégie de soins, elle va être décidée non pas finalement en fonction de l'âge, mais vraiment, je dirais, de l'ensemble des maladies que la personne âgée cumule et son niveau d'autonomie. Voilà. Donc vous êtes une spécialité vraiment, finalement, très large. Très large, voilà, et puis adaptée à la personne âgée. Et adaptée à la personne âgée, c'est-à-dire que aussi, dans nos services, on travaille énormément en équipe. En fait, c'est une spécialité où on est, je dirais, pertinent et performant que si on travaille en permanence avec l'avis et l'expertise de nos soignants, donc infirmières, aides-soignantes, mais aussi les kinésithérapeutes qui font marcher les patients et les rééduquent dans les services. Et ça, c'est fondamental parce que on sait que si une personne âgée ne marche pas de manière prolongée à l'hôpital, on risque au fur et à mesure de perdre la marche ou d'entraîner des fragilités dues à des pertes musculaires qui feront après le lead d'un risque de chute surajouté. Voilà, on travaille aussi avec les orthophonistes, avec les psychologues du service, et on ne peut pas se priver d'une de ces expertises si on veut prendre en charge la personne âgée dans cette globalité. Et si on ne le fait pas, en fait, on risque de passer complètement à côté de certaines dimensions de la personne et de son vieillissement, et donc pas le soigner de manière efficace. Oui, en fait, votre objectif à vous, c'est vraiment de faire, de prendre en charge la personne dans sa globalité, de faire une synthèse, de tous ces éléments-là pour apporter le traitement le plus adapté. Exactement. Et puis pour pouvoir évaluer avec le patient et sa famille quelles pourraient être les conditions idéales pour qu'il puisse rester à domicile le plus longtemps possible. Et les conditions idéales, c'est-à-dire c'est réunir, si vous voulez, au niveau environnemental, est-ce qu'il y a des adaptations à faire pour limiter les prises de risques, notamment par rapport aux chutes. Et ça, on a notamment un ergothérapeute dans le service qui va avoir évalué les capacités et qui va proposer le matériel. Ça peut être aussi d'évaluer la marche et de voir si la personne a besoin d'une canne ou d'un déambulateur et de l'accompagner dans la prise en main de ce matériel, aussi bien, je dirais, de manière physique que psychique, parce que marcher avec une canne ou un déambulateur, ça vient marquer une étape quand même très importante dans une vie, et c'est parfois très difficile. Et puis, on va essayer de voir si la personne n'aurait pas besoin, de manière provisoire ou parfois définitive, qu'une partie de ses activités de la vie quotidienne soit
accompagné par soit un soignant professionnel, donc par rapport aux médicaments par exemple qui peuvent être donnés par un infirmier ou une infirmière, ou les soins d'hygiène, l'habillage, etc., qui peuvent être faits par des auxiliaires de vie. Tout ça, c'est important parce que si on fait rentrer une personne âgée qui devient dépendant pour certaines activités de la vie quotidienne, en l'occurrence, sans toutes ces aides, il risque soit de revenir parce qu'il aura fait une chute, etc., soit on va le mettre en difficulté au fur et à mesure du temps. Mais tout ça demande du temps. C'est un espèce de négociation à chaque fois avec le patient et la famille, parce que, une fois de plus, quelque part, accepter des aides, c'est aussi accepter que l'on est vulnérable, que l'on devient dépendant, et ça peut être très dur pour certaines personnes. Et accepter l'hospitalisation aussi, on y reviendra peut-être durant l'émission, mais c'est vrai que l'hospitalisation pour une personne âgée, c'est le risque de ne pas revenir chez elle. En tous les cas, elle peut l'interpréter comme ça. Mais on y reviendra peut-être après. Vous avez parlé simplement de la marche. C'est vrai que ça résume bien finalement toute la simplicité, tout en étant en fait dans une complexité. Parce qu'en fait, on sait bien qu'une marche, elle va nous donner un diagnostic, ou elle peut commencer à nous donner un début de diagnostic qui peut aiguiller le traitement après. Et c'est vrai que pour quelqu'un de non soignant, de non professionnel de santé, faire marcher quelqu'un, finalement, tout le monde peut le faire. Mais en fait, il y a une analyse derrière, et vous l'avez très bien dit, c'est une analyse qui est complète, qui est complexe, et où l'ensemble des professionnels de santé se retrouvent autour du patient. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que en fait, la marche, une marche de qualité, elle vient indirectement aussi témoigner de l'état de santé de la personne. Il y a beaucoup d'études qui corrèlent, si vous voulez, la vitesse de marche à l'état de santé. Plus quelqu'un marche vite, plus son espérance de vie va être aussi encore importante. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il a peu de maladies ou peu qui entravent sa marche. A fortiori, quelqu'un qui marche très lentement, c'est probablement qu'il a pas mal de maladies. Et puis, je dirais en plus, en marchant lentement, probablement il a des troubles de l'équilibre, donc ça augmente son risque de chute. Et s'il chute, il risque de se casser quelque chose. Et avec toutes les complications derrière. Donc tout ça, c'est très très lié. Et voilà. Et donc c'est vrai que c'est fondamental, en tout cas durant l'hospitalisation, mais même en dehors, de permettre aux personnes âgées de les encourager de marcher toujours énormément. C'est vraiment vraiment fondamental. Moi, j'avais une question parce que tout à l'heure vous parliez du coup qu'il fallait prendre en charge l'ensemble aussi des traitements, etc. Finalement, vous faites un petit peu de cardiologie, un petit peu, il y a un petit peu de tout dans votre spécialité. Comment vous vous dépatouillez de tout ça ? Alors c'est vrai que on touche un peu à beaucoup de spécialités. Alors on a des niveaux connaissances qui sont moins pointus que chaque spécialiste, mais d'une part, si vous voulez, comme je vous disais, de plus en plus de sociétés savantes travaillent ensemble, c'est-à-dire les sociétés de cardiologie et de gériatrie travaillent ensemble, etc. Ils nous donnent des objectifs, des recommandations, des protocoles pour adapter les traitements. Et puis, on a la chance à l'hôpital d'avoir énormément de spécialistes sur place et de très bien s'entendre avec eux. Donc, dès qu'on a le moindre doute ou dès que ça sort vraiment, je dirais, de nos habitudes de prescription ou des recommandations qui sont classiques, on les appelle et on réaffine avec eux. Ce qui est important, je dirais, c'est pas forcément de toujours tout savoir, mais de connaître les limites justement de ces connaissances et de savoir auprès de qui il faut s'adresser pour optimiser après le traitement. Et puis ça peut être l'enjeu aussi d'une négociation, d'une discussion, c'est-à-dire que si par exemple on a un patient qui a une insuffisance cardiaque mais qui a une insuffisance rénale aussi, plus des troubles de la mémoire, etc., que la situation est complexe, on peut discuter avec le néphrologue, le cardiologue, et faire un peu l'interface avec les différents spécialistes pour essayer de trouver un espèce de compromis, de consensus sur quel est le traitement qui passe le mieux pour toutes les pathologies sans avoir trop de conséquences. Voilà. On peut pratiquement dire que vous avez même des surspécialités, parce qu'en fait, moi j'ai appris qu'il y avait des neurogériatres. Des neurogériatres. Ouais, alors c'est vrai que
de plus en plus, et à l'hôpital de Villefranche, on a cette chance d'avoir de plus en plus de médecins qui sont surspécialisés dans certains domaines. Donc on a par exemple le docteur, notamment Verdonneau, le docteur Péchu, qui sont surspécialisés dans les pathologies neuroévolutives. On a le docteur Costa-Patry qui va beaucoup donner d'avis en néphrogériatrie, docteur Tolière en cardiogériatrie. On a la chance exceptionnelle d'avoir 3 médecins, le docteur Lefebvre, docteur Valero et docteur André, qui sont surspécialisés en oncogériatrie. Et comme si vous voulez, la cancérologie se développe et explose à l'hôpital, d'avoir cette possibilité, une fois de plus, d'être dans une discussion sur jusqu'où on va au niveau des traitements, quels sont les bons traitements et comment on peut continuer de les accompagner et les suivre tout au long de ce parcours de soins. Voilà. Et donc, ces surspécialités, il y en a d'autres. On a de la nutrition, Dr Paviobac. Enfin, on a essayé de développer un maximum. L'intérêt, c'est de pouvoir, si possible, optimiser le parcours du patient durant son hospitalisation, et puis aussi de pouvoir aider et travailler avec nos collègues de ville, les médecins généralistes ou autres spécialistes, pour pouvoir bien aiguiller le patient dans un parcours de dépistage ou thérapeutique, avec notamment aussi l'hôpital de jour ou l'hospitalisation conventionnelle. Voilà. J'aurais une dernière question avant de faire la pause. Voilà, je l'ai oublié, c'est intéressant. Il va falloir faire la pause avant, alors. Voilà, oui, non, mais c'est dommage. Alors, je vais peut-être citer ma liste de courses. On va que ça va revenir. Bon, bien écoutez, on fait la pause et puis on revient tout de suite après. Santé Beaujolais-Dombes. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter When I Come Around de Green Day. C'est bien. C'est pas mal. Je remplacerai jamais Alexandra, mais j'essaye de faire de mon mieux. Alors moi, j'ai retrouvé ce que j'avais oublié précédemment. C'était le versant social. Et il est important, ce versant social. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on va avoir, durant les temps d'hospitalisation, on va prendre aussi le temps de refaire le point donc, au niveau social, plus précisément, de voir quels sont les plans d'aide qui peuvent être débloqués au niveau du département pour financer une partie des interventions à domicile. Donc pour cela, on travaille beaucoup avec une assistante sociale dans le service et il y a d'autres assistants sociaux dans les autres services de l'hôpital. Ça va permettre de refaire le point sur ces aides en travaillant de façon étroite avec les services sociaux du département. Et voilà, et c'est important parce que, en effet, il existe des aides, notamment une aide qu'on appelle l'APA, qui va permettre de financer aussi bien des aides humaines que matérielles et qui, pour une partie aussi, être redistribuées pour aider à financer les institutions donc en EHPAD pour les patients qui n'ont pas ou peu de revenus. Versant donc essentiel, parce qu'on sait très bien que si un retour n'est pas anticipé, finalement, c'est un retour à l'hôpital. Exactement, c'est vrai que parfois, par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui fait des chutes fréquentes, qui aurait besoin d'un plan d'aide conséquent avec, imaginons par exemple, la livraison de repas, un passage d'une infirmière tous les jours pour l'administration du traitement, une aide à la toilette, du matériel pour marcher, etc. Finalement, c'est important de pouvoir l'anticiper. Ça, c'est fait avec justement un échange avec l'assistante sociale, l'ergothérapeute et puis le reste de l'équipe. Et puis après, l'assistante sociale va se mettre en lien avec le département pour voir si, en fonction de son autonomie, quel va être le degré de financement. Et ça va permettre justement de bien s'assurer du retour. Et on ne fait rentrer les personnes que quand toutes les aides qu'on a prévues sont mises en place, qui permet de limiter la probabilité que la personne, là en l'occurrence, retombe ou reste longtemps au sol, et puis s'assurer que les personnes
mangent régulièrement, etc. Puisque parfois on a des personnes qui, avec leur pathologie neuroévolutive, qui vont oublier de manger, de se faire à manger, ils vont perdre la capacité de le faire. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments qui vont permettre de maintenir la personne à son domicile le plus longtemps possible. Chose d'autant plus importante, c'est que il y a un travail, donc vous l'avez dit, admirable qui est fait par les assistantes sociales et puis par l'équipe médicale, bien sûr. Mais parfois, il peut y arriver qu'il y ait des oublis parce qu'en fait, si le patient est seul, il y a très peu de retours. Vous avez très peu de retours sur ce qui se passe réellement à la maison. Et les seuls qui peuvent vraiment donner ces retours, c'est jusqu'à présent ceux avec qui vous aviez le moins de contact, c'était avec les libéraux, les professionnels de santé libéraux. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire, entre guillemets, c'est de mettre en place ce grand projet qu'on a tous, le département du Rhône, l'hôpital Nord-Ouest et la CPTS. Puis après, le DAC, le dispositif d'appui à la coordination, qui a fait des missions précédentes, c'est bien d'aller justement dans ce sens-là, c'est de pouvoir aller chercher la moindre information libérale qui aurait une importance pour le retour. Exactement. Et c'est vrai que c'est important pour fluidifier les parcours, pour voir s'il y a des ajustements à faire, soit du côté médical, soit au niveau du plan d'aide et des financements avec le département. Et puis, c'est vrai que l'intérêt de ce parcours, serait de formaliser les échanges qu'on a quand même, puisque on a et on en parlera après, des infirmières qui travaillent à l'équipe mobile, et je préciserai ce que c'est après, à l'hôpital et à l'extérieur de l'hôpital, et qui sont déjà bien repérées justement des soignants libéraux, et elles sont souvent sollicitées quand c'est un peu compliqué pour justement soit réhospitaliser les patients, soit pour faire des ajustements. Mais c'est vrai que le parcours qu'on essaye de mettre en place permettrait vraiment de formaliser ces échanges et puis de faciliter l'accès à la bonne personne à l'hôpital au bon moment pour les libéraux qui doivent souvent un peu chercher sur l'annuaire et perdre du temps alors qu'ils sont au domicile. Si vous prenez l'émission en cours de route, retenez que la gériatrie vise à diagnostiquer, à traiter et à prévenir les maladies liées au vieillissement tout en préservant l'autonomie, la qualité des vies des personnes âgées grâce à une approche globale et interdisciplinaire. On va passer au deuxième temps de cette émission qui est justement la prise en charge à l'hôpital. Alors comment ça se passe concrètement la prise en charge à l'hôpital ? Alors à l'hôpital, donc on a la chance à l'hôpital de Villefranche d'avoir plusieurs services de gériatrie qui sont axés aussi bien, si vous voulez, pour les décompensations aiguës, donc le court séjour gériatrique, l'unité post-urgence gériatrique, que pour les maladies neuroévolutives, les démences avec les troubles du comportement. Ça va être l'unité cognitivo-comportementale. On a aussi un service de rééducation qui va prendre en charge donc la rééducation de l'ensemble de l'hôpital de Villefranche chez les sujets jeunes, mais aussi chez les sujets âgés. Et puis, on a aussi à l'hôpital de Villefranche des gériatres qui vont intervenir dans le service de chirurgie pour aider à stabiliser les pathologies chroniques ou aiguës des patients qui vont ou qui ont été opérés. Comment se passe le déclenchement ? Alors, une hospitalisation. Alors, il y a, nous, depuis maintenant au moins une bonne dizaine, voire plus d'années, on essaye d'organiser la majorité des hospitalisations en faisant des hospitalisations directes, en particulier dans le court séjour gériatrique, pour que les patients ne passent pas par les urgences. Parce que maintenant, alors on en avait déjà bien si vous voulez, l'intuition et puis l'expérience, mais ça a été prouvé scientifiquement. On sait que, en gros, une nuit passée aux urgences pour une personne âgée, c'est un facteur de risque de plein de complications. Non pas que ils sont parfaitement pris en charge aux urgences, mais je dirais que le stress qu'entraîne un passage aux urgences, les conditions d'accueil parfois difficiles qui est dû à l'afflux massif de patients, le manque de sommeil, etc., peuvent entraîner
un stress très élevé qui va avoir des répercussions sur le reste de l'hospitalisation. Donc on essaye de les accueillir directement. Pour cela, on a en fait une hotline, une ligne d'appel téléphonique qui est réservée essentiellement aux professionnels qui est réservée exclusivement aux professionnels de santé, médecins généralistes et soignants, qui est ouvert du lundi au vendredi, pour justement organiser la prise en soin. Donc, soit quand c'est vraiment urgent, qu'il y a une détresse vitale, malheureusement là le passage aux urgences est nécessaire et donc il faut aller. Mais sinon, on arrive à, si vous voulez, organiser une hospitalisation rapide, c'est-à-dire le lendemain ou le surlendemain. Et puis quand c'est des bilans un peu plus, je dirais, qui peuvent attendre un peu, soit on l'organise en hôpital de jour, donc les gens en fait vont venir une journée à l'hôpital et on va leur faire tous les examens qu'on a repérés comme étant indispensables pour comprendre ce qui se passe, et les gens repartent chez eux le soir. Soit, quand c'est plus compliqué, on organise une hospitalisation, mais d'une très courte durée, c'est-à-dire que d'emblée, on dit aux patients, vous serez là, on va dire maximum une semaine, et on prévoit tous les examens à l'avance, ce qui permet de gagner du temps, parce que sinon, une autre possibilité, c'est de le voir en consultation pour programmer tout ça. Parce que si vous voulez, l'autre voie d'accès après dans notre service, c'est de passer par un autre service de spécialité ou les urgences. Et dans ce cas, c'est vrai que on demande les examens rapidement, mais parfois les parcours sont un peu moins fluides et les durées d'hospitalisation peuvent être un peu plus prolongées. Et une semaine, du coup, c'est suffisant pour justement organiser aussi tout ce qui est retour à domicile avec l'ensemble des éléments d'aide à la vie quotidienne si nécessaire. Alors, on essaye de pouvoir respecter ce timing. Alors parfois, justement, on dépasse un peu, et puis ça dépend un peu aussi de ce qu'on trouve. C'est-à-dire que si on trouve des pathologies graves qui nécessitent des cancers ou des explorations plus complètes, on a du mal à tenir ce timing. Mais quand c'est, si vous voulez, par exemple, un bilan de quelques pathologies médicales sans gravité, et puis justement de la réflexion d'équipe pour quel est le bon plan d'aide pour cette personne, en une semaine, oui, on arrive tout à fait à organiser ça, quoi. Ok. Finalement, c'est de la clairvoyance, c'est de l'anticipation. Beaucoup. C'est vrai que on essaye d'être, de se fixer des objectifs qui sont, alors, d'une part raisonnables par rapport aux capacités physiologiques, c'est-à-dire aux ressources physiques et psychiques du patient, et d'autre part, oui, on essaye de prévoir l'organisation du suivi et de la prise en soin en fonction des capacités du patient. C'est-à-dire que on va avoir le souci, si vous voulez, de trouver de faire des soins qui sont adaptés. Si quelqu'un est en pleine forme, parfaitement autonome, on va aller aussi loin qu'une personne plus jeune si elle est d'accord, ainsi que sa famille. Si par contre c'est une personne qui ne se déplace plus, qui a des troubles cognitifs très évolués, etc., on réfléchira alors avec le patient et sa famille pour graduer et pour se fixer des objectifs raisonnables, pour que la patiente ne souffre pas des soins ou des explorations et qu'on puisse pas penser tous que ce soit de l'acharnement thérapeutique ou diagnostique. Donc d'après ce que vous venez de dire, non seulement vous êtes clairvoyant, vous faites de l'anticipation, mais vous faites aussi de l'accompagnement et de l'éducation. L'accompagnement, de l'éducation, Alors oui, l'éducation, pas dans le sens où on pourrait l'entendre, c'est-à-dire apprendre une pathologie, mais plutôt d'accompagner le patient sur une temporalité bien définie. Tout à fait. Voilà, on peut. Il y a quand même je dirais, l'accompagnement et l'éducation, et en particulier pour les pathologies neuroévolutives, qui sont des pathologies qui vont être difficiles pour le patient, mais aussi pour les aidants principaux, qui sont source d'épuisement, notamment quand il y a des troubles du comportement. Et il y a une véritable éducation qui peut se faire soit en consultation, soit justement à l'unité cognitivo-comportementale, pour leur apprendre comment mieux gérer justement tous ces troubles de façon non médicamenteuse. Et puis après, voilà, aussi avec les traitements qui sont prescrits.
l'accompagnement de la personne âgée, elle va se faire à l'hôpital et en consultation pour le suivi de certaines donc pathologies chroniques, mais aussi pour l'accompagnement, je dirais, de la fin de vie, puisqu'on a une partie des patients qui vont présenter des pathologies tellement graves ou qui présentent des pathologies chroniques tellement évoluées qui sont dans des accompagnements de fin de vie, et pour cela, on se fait aussi accompagner de l'équipe de soins palliatifs. Ça fait, je trouve, clairement partie de nos missions, d'assurer l'accompagnement de fin de vie, de poser avec les patients et leurs familles, je dirais, les limites aussi de nos capacités, des capacités physiques du patient, puis de nos capacités médicales. Une fois de plus, pour faire le mieux pour le patient et sa famille et ne pas les exposer à des soins déraisonnables qui seraient source de souffrance sans en plus qu'ils puissent en tirer un bénéfice. Rester dans un confort jusqu'à la fin. On essaye de toujours privilégier le confort du patient, et parfois ça nous arrive chez des patients qui sont lucides par rapport à leur état de discuter avec eux sur les avantages ou les inconvénients de telle démarche diagnostique ou de tel traitement, et ça arrive que les patients refusent et que du coup, si vous voulez, prenons l'exemple d'un patient qui aurait une insuffisance rénale très évoluée et qui refuserait ou de la dialyse ou qui ne pourrait pas être dialysé, et s'il présente vraiment une poussée sévère, on peut décider ensemble de l'accompagner jusqu'à la fin, quoi. Avant de faire notre autre pause musicale, je vais me faire disputer, mais c'est pas grave, on dépasse le temps. J'aurais bien voulu que vous puissiez nous parler assez rapidement de l'équipe mobile. Oui, alors l'équipe mobile de gériatrie, on a à l'hôpital de Villefranche 2 articulations de cette équipe mobile. On a une équipe mobile intra-hospitalière qui, donc ça va être un médecin et ou une infirmière qui vont aller auprès du patient, donc dans un service qui n'est pas de la gériatrie, pour donner son expertise gériatrique, souvent à l'appel du médecin spécialiste. Ça peut être, par exemple, on peut être appelé par les cardiologues pour réfléchir avec eux si c'est raisonnable ou nécessaire de mettre un pacemaker ou de faire une intervention plus importante. Et on peut avoir aussi des échanges avec d'autres spécialités qui vont nous appeler parce que le patient est confus et les collègues ont du mal à comprendre pourquoi. Donc on va avec eux prendre en fait l'ensemble des pathologies et leur donner notre expertise pour qu'on réfléchisse ensemble à comment on peut limiter la durée, comprendre ce qui se passe et limiter la durée de ce syndrome confusionnel. Donc là, il y a aussi des interventions aux urgences pour justement définir le niveau de soins ou réfléchir comment un retour à domicile peut se faire dans des bonnes conditions. Et puis on a aussi l'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière, qui va être sollicité par un médecin généraliste ou des professionnels de maison de retraite pour donner une évaluation médico-sociale du patient à son domicile. Et donc la démarche, là, ça va être avec toujours, il y a une infirmière, un médecin, parfois une assistante sociale ou une ergothérapeute qui vont aller au domicile et qui vont refaire le point des pathologies qu'a le patient et dans son cadre de vie, c'est-à-dire voir aussi comment il vit. Est-ce qu'il a des conditions de vie dégradées qui le met en danger ? Est-ce qu'il y a des adaptations qui peuvent se faire pour le sécuriser ? Est-ce qu'il y a des aides qui peuvent être mises en place pour assurer qu'il puisse bénéficier de ces traitements et puis du minimum vital correctement ? Et puis parfois aussi pour extraire, dans les cas extrêmes, le patient de son domicile si vraiment on sent qu'il est en grand danger ou en grande situation de précarité. Spécificité de l'hôpital de Villefranche ou pas du tout ? Alors l'équipe mobile, elle intervient. Ça peut être essentiellement c'est les médecins généralistes, ça peut être aussi les professionnels d'EHPAD, ça peut être aussi le département qu'on rencontre très régulièrement dans des réunions justement pour discuter ensemble de ces situations complexes et comment on peut les accompagner sur le court et le moyen et le long terme. Et ça peut être aussi parfois pour des services de spécialité de l'hôpital qui ont repéré une personne âgée, fragile et vulnérable et qui
va faire rentrer le patient, mais qui pense qu'une expertise, une réévaluation est nécessaire pour suivre le patient et puis le mettre dans dans la filière gériatrie, qui soit connu de tous pour qu'en cas de nouvelle aggravation, il puisse rapidement aller dans le bon service et bien être pris en charge. Merci, on va se retrouver d'ici quelques minutes. À tout de suite. Santé Beaujolais-Dombes. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter About a Girl de Nirvana. On va donc passer à au troisième temps de notre émission. Comment va se passer la détection au domicile, ou comment repérer et que faire dans le cas d'une personne en difficulté à son domicile? Alors, c'est vrai que si, en gros, vous avez l'impression qu'il y a une personne âgée qui est en difficulté à son domicile, qu'elle soit de votre entourage ou pas, je pense que la première personne à solliciter, c'est son médecin traitant. De par l'organisation de notre système de santé, le médecin traitant a un rôle vraiment de pivot dans la prise en charge et l'organisation des parcours, que ce soit en ville ou de l'interface avec l'hôpital. Ça, c'est sur le versant médical. Après, quand on sent que des personnes sont, en situation de précarité, le département peut être aussi alerté. Et il pourra envoyer des travailleurs sociaux à domicile pour commencer un peu à enquêter et voir quelles sont les ressources à mettre en place. Voilà. Et puis tout ça, c'est dynamique, c'est-à-dire que parfois, nous, on va être sollicité par les médecins traitants, parfois par le département, les travailleurs sociaux. Mais l'idée, c'est que on peut généralement organiser, de par tout ce qui est mis en place, si vous voulez, de trouver des solutions à toutes ces problématiques sans forcément passer directement à l'hospitalisation. La personne, on peut la voir en consultation à l'hôpital, on peut envoyer une équipe, donc l'équipe mobile de gériatrie, à son domicile, faire une première expertise. Voilà. Tout ça, ça peut être important et précieux, surtout parce que, et on peut le comprendre, beaucoup de personnes âgées ne veulent pas être hospitalisées, soit parce qu'ils ne sont jamais, par exemple, allés à l'hôpital, ils ont des représentations très négatives, soit parce qu'ils ont aussi peur d'y rester, qu'on les envoie en maison de retraite, etc. Mais voilà, on essaye, c'est pour ça qu'on a aussi mis en place tous ces parcours et ces modes d'entrée dans les parcours de soins sans passer par l'hospitalisation conventionnelle de manière exclusive, quoi. Pour aider nos auditeurs aussi, parce qu'on a parlé de repérage dans la question, si j'ai un parent qui s'affaiblit, quels sont les signes vraiment qui doivent m'alerter justement pour déclencher une visite chez son médecin généraliste? On a parlé de la marche tout à l'heure, on a parlé de la chute. Est-ce que la première chute est significative ou est-ce qu'il faut attendre la 20e pour être inquiet? Est-ce que vous pouvez nous donner des repères pour nous aider? Alors les repères qui sont importants et je dirais qu'ils doivent mettre la puce à l'oreille pour un dépistage ou des examens plus approfondis, c'est toute chute. En fait, une chute, ça vient toujours signifier quelque chose. Soit une fragilité physique, soit psychique, et donc ça nécessite en fait... Dès la première, ça nécessite de se poser quand même des questions. Dès la première, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'hôpital, mais en parler à son médecin traitant s'il n'y a pas eu de conséquences à la chute. C'est-à-dire si la personne arrive à remarcher, etc., il n'y a pas d'urgence, mais je pense que c'est important d'en parler à son médecin traitant lors d'une consultation ultérieure. Après, si la personne a eu beaucoup de mal à se relever, qu'elle a eu des hématomes, etc., oui, je pense que ça vaut le coup de pouvoir consulter. Les autres signes qui peuvent, à mon avis, amener à consulter, c'est la plainte mnésique, c'est-à-dire avoir l'impression qu'on oublie. Ça nécessite toujours de faire des investigations supplémentaires. Ça, c'est pour moi, ça. Même sur des débuts de plainte, du coup, même sur des petites choses au début du quotidien. Exactement. Finalement. Alors, la mémoire va fonctionner, enfin, les mémoires, je devrais dire, parce qu'en fait, il y a plusieurs mémoires qui fonctionnent en permanence. Elle va fonctionner différemment avec l'âge, mais dès lors que les patients sentent qu'ils ont un problème, il faut refaire le point. Après, ça peut être dû à une maladie de la mémoire, ça peut être aussi dû à des troubles du moral, quand on a des troubles de l'humeur, quand on n'a pas le moral, la mémoire fonctionne moins bien. Mais tout ça, voilà, ça peut être aussi une pathologie chronique qui est mal équilibrée. Donc tout ça nécessite une première consultation avec le médecin traitant ils ont l'habitude de faire
ces dépistages. Et après, si vraiment c'est complexe ou spécifique ou qu'il estime qu'il y a besoin d'un avis complémentaire à l'hôpital, ça peut être fait. L'autre point, c'est aussi la perte de poids. Dès lors qu'une personne âgée va perdre du poids, c'est inquiétant parce qu'une fois de plus, déjà, ça peut être le signe d'une pathologie grave, un cancer, voilà. Ça peut être aussi un des signes indirects quelque part d'une pathologie neuroévolutive déjà évoluée, c'est-à-dire que les gens ne pensent pas à manger. Ça peut être le signe d'une maladie psychique ou psychiatrique déjà importante. Voilà, donc tout ça, il faut faire le point, et d'autant plus que dès lors qu'on perd du poids, on perd de la graisse, mais on perd aussi du muscle. Et si on perd du muscle, on augmente le risque, malheureusement, de faire des chutes de faire des chutes tout court. Est-ce qu'on peut dire que chez la personne âgée spécifiquement, une perte de poids veut dire une perte de muscle ? Alors, ce serait oui. C'est réducteur, non, certainement. Alors, si vous voulez, la personne âgée va perdre assez rapidement du gras et du muscle. C'est-à-dire que chez le sujet plus jeune, c'est déjà les réserves en priorité, les réserves de graisse qui vont être consommées, et vraiment au bout d'un stade important le muscle. Et chez la personne âgée, voilà, ces mécanismes vont être changés en répartition et la perte de muscle va se faire beaucoup plus précocement. Et la reprise de poids va pouvoir se faire, mais va être beaucoup plus longue qu'un sujet plus jeune. Voilà. Donc il n'y a rien de formellement irréversible, mais les processus sont beaucoup plus compliqués et ne se font pas toujours, quoi. Alors, on a parlé de la perte de poids, mais de la prise de poids, ça peut être aussi inquiétant. Voilà, alors la prise de poids dans le cadre de certaines pathologies, en l'occurrence l'insuffisance cardiaque, ça marque probablement le signe d'un traitement qui est pas assez équilibré ou d'une aggravation de la pathologie. Mais quand même, globalement, en dehors du contexte de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale, toute perte de poids, enfin l'essentiel des variations de poids qui nous inquiètent, nous, ça va être surtout les pertes de poids. Et puis la prise de poids dont vous faites allusion, c'est une prise de poids qui est quand même assez fulgurante. Elle apparaît sous 5-6 jours, quoi. Voilà, exactement, à condition de le voir et pour ça de se peser, ce qui est pas, et d'avoir une balance à son domicile, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais autre cas, pour le coup, qui est peut-être bien plus visible par des proches ou par même du voisinage, c'est l'essoufflement. L'essoufflement, oui, dans le cadre notamment des pathologies cardiovasculaires, voilà, ça c'est des motifs qui doivent amener à consulter. Après, il y en a plein pour lesquels il y a beaucoup de communication. Si des personnes ont brutalement du mal à parler ou à bouger un ou des membres, ça peut être des signes d'accident vasculaire cérébral. Là, c'est une urgence absolue. Mais sur les signes, je dirais, les plus fréquents et qui signe toujours qu'il y a un problème, vraiment, la plainte nésique, la perte de poids et la perte de mobilité sont des éléments importants. Et il y a quelques années, on avait fait un travail avec d'un médecin généraliste là, pour une thèse d'un interne. Et c'est vrai que les médecins généralistes disaient, pour le dépistage de la fragilité, puisqu'il y a des signes, si vous voulez, un ensemble de syndromes qui sont repérés, qu'on appelle la fragilité en gériatrie, mais les médecins généralistes disaient que dès que les personnes âgées commencent si vous voulez, à commencer à demander si les médecins généralistes peuvent aller les voir à domicile, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, quoi. Et même parfois, c'est un peu trop tard, ils commencent à rentrer dans ce qu'on appelle la dépendance. Voilà, la fragilité en gériatrie, c'est le début, en fait, d'une dégradation, mais on sait que si on intervient en termes de diagnostic, de thérapeutique, de réévaluation de tout, c'est un stade qui est réversible. Si on corrige le tir, c'est réversible. Dès lors qu'on entre dans la dépendance, à ce moment-là, il y a des éléments qui deviennent irréversibles. On est un peu sur l'image du fil. On est un peu sur le fil et on est très souvent en gériatrie sur le fil. C'est-à-dire que, en termes de diagnostic, de prise en charge, on fait vraiment ce qu'on peut avec les capacités des organes et des patients qui leur restent. Donc, on essaye de faire comme on peut. Et bon, souvent, la plupart des patients et leurs familles comprennent bien qu'on ne peut pas faire toujours des miracles, mais voilà, qu'on peut toujours réussir à accompagner correctement et dignement chaque patient. Merci. On va se quitter une dernière fois. À tout de suite. Santé Beaujolais d'Ombe. Si vous avez manqué le début
vous pouvez venir nous retrouver sur le site Radio Calade en podcast dans l'onglet Santé Beaujolais-Dombes. Vous pouvez également retrouver l'émission à partir de notre site internet de la CPTS. Merci à nos auditeurs de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Docteur, un grand merci. Merci de m'avoir reçu. Et puis peut-être qu'on est en train d'en parler pendant la pause. Peut-être qu'il va y avoir une autre émission dans pas très longtemps, je sens. Avec plaisir. Marie. Merci, tu m'as évité de dire le nom long de la chanson que nous venons d'écouter. Oui, je retenais mon souffle depuis tout à l'heure. Alors excuse-moi, mais tu vas le dire pour le coup. Alors vous venez d'écouter, 1 heure après. If I Ever Leave This World Alive de Flogging Molly. Ah ouais, et puis non, ça aurait été dommage. Je me suis entraînée pendant dans ma tête, pendant toute la pause. Ok. Donc Marie, merci. Merci. Marie, merci. Remercie. Et Marie, merci. Et on retrouve Alexandra la prochaine fois. Voilà. Restez à l'écoute pour d'autres sujets sur les prochaines émissions. Et nous, on se retrouve donc même jour, même heure, même endroit. Pas le mois prochain, en janvier. Bonne fête à tous. Au revoir. Au revoir. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Santé Beaujolais-Dombes.